Ok, pour le TP d'aujourd'hui, on se propose de faire une création d'une application basique pour voir les différentes fonctionnalités de l'Android Studio, du moins celles qui sont les plus courantes. Pour cela, donc, il faudra suivre le TP1 qui vous a été fourni dans le Drive et également via le Flash pour ceux qui ont assisté au TP-SOA ou au TP Système Réparti. Donc, première chose qu'il faudra faire, bien sûr, c'est lancer Android Studio. Normalement, il va vous créer un truc de ce genre-là. Par la suite, on va créer un nouveau projet. Vous cliquez sur New Project. Et là, vous allez choisir la première activité que vous allez implémenter. Donc, on va choisir celle-là. Empty Views Activity. D'accord? Par la suite, là, il faudra s'assurer que vous avez choisi le langage Java et non pas le langage de Kotlin. Normalement, par défaut, il va vous mettre le Kotlin. Il faudra sélectionner le Java. Vous spécifiez l'API minimale sur laquelle vous allez travailler. Par exemple, ici, on va utiliser l'API 28. Bon, pour le langage de configuration, donc personnellement, je préfère utiliser le Groovy vu que je fais partie de la old school. Mais vous pouvez bien sûr utiliser le Kotlin, d'accord? Donc, on va mettre par exemple 003 ici, juste pour changer. Et on attend un tout petit peu. Là, Android Studio, il va commencer à télécharger des trucs relatifs à votre projet, construire votre projet correctement. Et pour cela, il va accéder à certains serveurs web relatifs à Google. Et il va commencer à importer des scripts, il va commencer à importer en fait des templates de fichiers, etc. Et là, vous devez attendre jusqu'à ce que ça se termine. Et il faudra s'armer avec beaucoup de patience parce que parfois, au fait, c'est assez long. Là, c'était assez rapide. Pourquoi? Parce que pour cette même configuration, j'ai lancé un projet auparavant. D'accord? Donc, ça, c'est la structure de votre projet. Vous avez le fichier Android Manifest dont nous avons parlé dans le cours auparavant, qui contient les services, content provider, broadcast receiver, etc., etc., les permissions et ainsi de suite. Donc là, nous avons uniquement une activité, d'accord? Dans le répertoire Java, on va trouver les différents fichiers Java normalement relatifs à vos classes de type activité, de type service, de type content provider, et etc., etc. Donc, vu que nous avons implémenté par défaut une activité, on va trouver la partie Java qui lui est associée, qui est celle-là. D'accord? Pour ces deux-là, c'est des trucs relatifs donc au test. D'accord? Et on va pas les évoquer du moins pour l'instant. Donc, il y a également un autre répertoire, ça s'appelle le répertoire RES, pour des resources. Il va faire référence à toutes les ressources que vous allez utiliser dans votre application. D'accord? Et là, on a les images, par exemple ici, on a l'icône relative donc à votre application, celle-là. Ça, c'est l'icône normalement par défaut qui va être affichée. On a les différentes interfaces relatives donc à votre application. Ici, on a une seule interface et c'est ça son contenu. On va rebondir sur cette idée-là, d'accord, en temps opportun. Donc, il y a également d'autres composants, tels que par exemple les bitmaps, les values, des trucs XML, et parfois même, donc on peut avoir des diagrammes de navigation qui peuvent être générés et placés dans le répertoire RES. D'accord? Donc ça va dépendre de l'API sur laquelle vous allez programmer et de la configuration de votre projet. Donc, euh, moi, cette partie-là, elle a été faite.
tout ça. Bon, ça c'est l'IDE Android Studio avec les versions antérieures. Donc on l'a juste mappé avec Android, donc avec la dernière version d'Android. Voilà. Donc, si on veut faire tourner tout ça, la première chose qu'il faudra faire, c'est construire le projet. Et par la suite, vous pouvez faire le run. Ou bien vous pouvez faire le run, il va le construire pour vous. Donc là, vous avez deux alternatives. Donc on va tester la construction sans lancement. Donc, pour cela, il faudra cliquer sur le petit truc. D'accord? Voilà. Et là, vous allez vers Project. Voilà, Build, Make Project. Vous attendez un peu, là, il commence à mouliner. Et dès qu'il termine, normalement, vous devriez avoir votre APK qui est opérationnel, prêt à être déployé dans votre Device Manager. Voilà, là, normalement, tout est OK. Vous pouvez utiliser également le contrôle F9 si vous voulez faire vite. Pour le run, donc il suffit juste de cliquer sur le bouton play ou d'aller vers run. Donc il y a deux alternatives, soit vous cliquez sur celui-là ou à la suite vous mettez run app. D'accord? Voilà. Donc je vais faire le run de l'application. Voilà, donc ça c'est le périphérique virtuel que j'ai auparavant créé. Il l'a lancé dessus. Il a affiché en fait l'interface. D'accord. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Ok. Voilà. Bon, la question qui se pose, comment on va créer un périphérique virtuel? Donc là, il faudra aller vers le Device Manager et grâce à lui, vous pouvez faire en sorte de créer votre périphérique virtuel. Donc normalement, il se trouve ici à ce niveau-là où vous pouvez lui accéder à partir en fait de la grille qui est en haut à gauche. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Donc c'est ça son interface, c'est à ça que ça ressemble. Si vous voulez ajouter en fait un périphérique, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le plus. Par exemple, là, on va créer un périphérique normalement virtuel. Si vous voulez vous connecter à votre périphérique, donc là, il y a une autre procédure à faire. Il faudra suivre ce chemin-là normalement. Voilà. Plus il y a en fait des pixels, bien sûr, plus ça va consommer plus de ressources graphiques. Donc, il est préférable en fait d'utiliser en fait des résolutions qui sont assez petites. Mais si vous avez donc beaucoup de RAM graphique, beaucoup de RAM de PC, vous pouvez bien entendu donc utiliser des résolutions qui sont assez élevées, d'accord? Alors là, on va choisir celle-là par exemple, Small Phone. Et là, elle va vous demander au fait quelle est l'image qui va tourner sur ce périphérique virtuel. D'accord? Donc là, on pourra utiliser celle-là, disons.
Vanilla Ice Cream, API 35. Ouais, elle est assez gourmande celle-là. Bon, du coup, voilà, donc on pourra utiliser celle-là à la limite. Et là, elle va commencer à télécharger le pactage associé à l'image. Ben, on va attendre quelques instants, je vais mettre en pause la vidéo, le temps que ça soit téléchargé, puis par la suite on va relancer la procédure de création du Device Manager. Voilà, donc on a terminé le téléchargement. Donc cette interface elle va être affichée, vous pouvez bien sûr donc entrer dans les paramètres avancés, vous pouvez ajouter des tas de trucs, genre une carte SD, etc. Des fichiers externes pour sauvegarder à l'extérieur en fait de votre émulateur et ainsi de suite. D'accord? Donc pour nous on va se contenter juste de la configuration par défaut et on fait un finish. Et voilà, vous avez votre périphérique, vous pouvez le démarrer et ainsi de suite. Je vais pas le démarrer vu que normalement j'ai déjà un périphérique qui est prêt et qui est en cours en fait d'exécution. Donc je vais me contenter d'utiliser celui-là, d'accord? Voilà. Ok, on reprend. Donc, si on veut tester normalement si ça marche ou si ça marche pas, donc il suffit juste d'exécuter, bien entendu, ce truc. Et vous aurez bien entendu quelques statistiques en bas relatives au démarrage de l'activité ou de votre application et l'interface principale. D'accord? Ok. Donc ça c'est un avant-goût concernant la prise en main d'Android Studio. On va faire quelques exercices maintenant. Donc on vous demande de modifier le nom de la classe de l'activité principale en la renommant activité principale à la place de main. Comme vous pouvez le remarquer ici, son nom c'est main activity. D'accord? Donc, on se propose au fait de la changer. Vous avez le choix. Soit vous changez directement, et là, on aura en fait un petit ampoule qui va sortir, qui va vous demander d'effectuer des modifications sur le projet. Soit vous pouvez faire en sorte d'aller directement ici et de faire un refactor. Donc, vous pouvez mettre par exemple comme ça, activité principale. Ah, ouais, voilà. Refactor. Voilà. Normalement, ça devrait être changé ici à ce niveau-là et également au niveau du manifest.xml, de l'Android manifest.xml. Ok, donc on a changé le nom de l'activité. Si on lance maintenant, donc on n'aura pas en fait le main activity qui est en cours d'exécution, mais activité principale. Mais vu que l'affichage n'a pas changé, rien ne va changer par conséquent. D'accord, vous pouvez même relancer et ça va donner le même résultat. Voilà. Et à l'intérieur, si on entre en fait dans les logs relatifs donc à l'exécution, l'activité principale qui a été lancée, c'est activité principale et non pas main activity. D'accord? Bon,
normalement, c'est exercice 2. On va enchaîner avec l'exercice 2. Donc, on se propose maintenant dans l'exercice 2 de changer le message qui apparaît lors de l'exécution de l'application. Normalement, il se trouve dans le fichier relatif donc, à l'interface, à savoir mainActivity.xml. On va le localiser pour commencer. Bon, pour cette implémentation-là, son nom c'est ActivityMain, c'est pas mainActivity.xml. Pour d'autres versions antérieures d'Android, normalement, il utilisait l'inverse. D'accord? Donc, juste pour info, on a plusieurs vues concernant cette interface. Il y a la vue drag and drop, with d'accord, dans laquelle vous pouvez faire donc tout ce que vous voulez. Vous pouvez déplacer, par exemple ici, par exemple le hello, juste à titre d'exemple, sans pour autant changer le code XML. Et cet IDE-là, ou ce sous-IDE, il va s'occuper de la mise à jour des paramètres XML pour vous. D'accord? Voilà. On pourra aller vers la vue XML et pour cela il faudra cliquer sur la grille comme d'hab. Là on aura en fait la vue XML qu'on peut façonner à notre guise. D'accord? Voilà. Si on veut revenir, il faudra cliquer sur le mode design, bien entendu. Et on pourra afficher les deux. Parfois, donc on a besoin en fait de voir les deux et du coup donc vous pouvez cliquer sur ça et vous aurez en fait deux interfaces vu que voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on se propose de faire? Donc on va changer le message Hello World. Donc en tentant de le modifier, vous voyez qu'en fait le texte correspond à une chaîne déclarée. Voilà. Dans string, bon, c'est pas vrai. Pour cette implémentation-là, si on veut entrer en fait dans les détails, pour aller vers l'attribut texte, voilà, c'est la valeur. Et là, vous allez trouver en fait la valeur Hello World en tant que valeur statique. D'accord? Et elle est même visible dans le niveau XML. Regardez bien. Hello World. D'accord? Ok. Donc, comment on va le changer? Bon, on se propose au fait, disons, de créer une variable dans string.xml. C'est un fichier qui est recommandé de l'utiliser afin de centraliser toutes les chaînes de caractères relatives à votre interface. Donc, comment on va lui accéder? Il suffit d'aller vers Values, Strings, d'accord? Et là, vous pouvez soit l'éditer en tant que tel ou utiliser un éditeur, d'accord? Voilà. Donc, on va créer une variable, disons, bienvenue message ou welcome message. Welcome everybody, par exemple. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, elle a été créée. Et là, on pourra la référencer, cette variable-là, au niveau de l'XML ou directement au niveau du mode design. Donc, ça va dépendre des goûts. Comment on la référencie? C'est en utilisant le addString. Comme vous le voyez ici, slash welcome message. Voilà. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Ou il y a une autre solution. Vous allez dans le mode design.
vous accédez à l'attribut texte et vous faites le changement à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Ok, voyons si ça va changer. On relance. Voilà, ça va marcher. Ok, donc, ça c'est pour l'exercice 2. On a changé le Hello World avec Welcome Everybody, disons, et en référençant la chaîne de caractères dans le fichier strings.xml. Donc là, on se propose au fait de modifier l'icône du bureau relatif à votre application. Donc, où se trouve l'icône de l'application? Il est visible à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est votre application. Welcome everybody. C'est cette icône-là. Donc, je me propose de le changer au fait avec donc cette icône-là. Donc, comment on va le faire? Il faudra donc ajouter ce qu'on appelle un asset ou un image asset précisément. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'interface qui va être affichée. Et on va chercher où se trouve normalement l'icône 3D que j'ai téléchargé à partir du net. Donc on va vers Picture normalement. Hop, 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 voilà, il est là. Donc ça c'est le nouvel asset. On tape sur Finish. Voilà, external file, machin, tatata, tatata, bidule produit, machin. Donc là, on l'a ajouté. Donc, comment on va changer l'icône dans le projet? Il faudra juste vérifier normalement qu'il fait référence à cette icône-là au niveau fait de l'Android manifest.xml. Voilà. Donc l'icône c'est IC Launcher. Donc on l'a écrasé. Et du coup, donc, normalement, il est prêt. Bien sûr, il va vous afficher des messages normalement bizarres, vu que l'image elle est externe au projet. On aurait pu éviter tout ça en faisant un copier-coller au niveau au fait du projet de l'image, et là l'importation ne va pas générer au fait de problème. D'accord? Donc on fait le run encore une fois et on va voir si l'icône il a changé ou pas. Ok, vu que normalement j'affiche pas l'icône en haut, donc il faudra aller vers, voilà, ça c'est votre application. Donc son icône il a bien changé. D'accord? Voilà. Ok. Donc là on va passer à l'exercice 4 relatif donc à l'internationalisation de votre application. Pour cela, il faudra exploiter le Translation Editor relatif donc à strings.xml. Il faudra ouvrir ça. Ça va vous faciliter énormément la vie. Donc,
Pour le moment, on a juste ajouté une variable à ce niveau-là, d'accord? Mais supposons par exemple qu'un utilisateur qui n'est pas anglais, disons français, il veut voir donc l'application, mais en mode français. Bah, comment faire? Donc, soit on doit programmer donc cette fonctionnalité au niveau de votre projet Android, ou il y a une autre façon qui est plus simple, c'est de configurer votre application par rapport à la langue par défaut d'Android Studio. Selon la langue d'Android, pardon, par rapport à la langue d'Android, selon la langue au fait de votre périphérique, un mobile, donc il va s'auto-ajuster et il va vous afficher soit une version anglaise, soit une version française, soit une version japonaise, etc., etc. D'accord? Donc, comment on fait ça au niveau de notre projet? C'est très simple. Il y a ce petit bouton-là. Il faudra juste ajouter ce qu'on appelle des locales. D'accord? Donc là, on va aller vers, disons, la langue anglaise pour débuter. Il y a beaucoup de variantes pour l'anglais. Voilà. Donc, on va choisir donc la même chaîne de caractères vu que c'est un anglais à la base. Voilà. On va ajouter le français. F. Voilà. French FR. Oups. Mon application Adobe 03, disons. Et ici, on va mettre la translation. La traduction. Bienvenue à tous. Voilà. Ok. Donc, tout est fait. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est de changer la configuration du périphérique virtuel Android afin que ça nous affiche les versions françaises et anglaises selon la manip. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers l'émulateur. On va redéployer pour commencer, sinon on n'aura pas fait de nouveautés. Pour le moment, c'est OK. Welcome everybody, machin. Donc, on va aller vers Setting. Language and Input. On va ajouter la langue française. Voilà. On va supprimer celle-là pour voir normalement si notre application elle a changé d'interface. Voilà. Comme vous pouvez le constater, même le système il a changé en fait de langue d'affichage. Voyons voir si c'est le cas pour notre application. Bonjour à tous. Voilà. D'accord. Ok. Si on fait revenir donc la langue anglaise, on supprime la langue française. Bien entendu, il va revenir vers l'affichage Welcome Everybody. Voilà, qu'est-ce que je fais? Pardon. Paramètres. Donc,
argument d'entrée, voilà. On ajoute encore une fois l'anglais cette fois-ci. On supprime le français. Voilà. Languages. C'est bon. On redémarre notre appli. Voilà, c'est revenu en Welcome Everybody. D'accord. Ok, donc, dernier exercice. Là, on va entrer un peu dans le codage. Et on vous demande d'ajouter un affichage dans la console lorsque la méthode en create elle est appelée. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser soit system.out.println. Vous pouvez également utiliser le snake bar, mais là, elle ne va pas afficher dans la console, elle va afficher directement dans l'interface. Ou vous pouvez utiliser le log.d. Donc ça, c'est les trois éléments les plus courants, souvent utilisés par les programmeurs. D'accord? Donc on va utiliser le log.d pour afficher donc des messages dans la console d'administration de l'application lorsqu'elle est en cours d'exécution via Android Studio. Ok. Donc là, on va utiliser le log.d par exemple pour le debug, disons. Et là, on va mettre debug. Premier paramètre, c'est l'entête de l'affichage. Et deuxième paramètre, c'est le message. D'accord? Donc, méthode en start, on create, pardon, lancer. Voilà. Donc, on relance l'application. Pour voir normalement l'affichage relatif au log, donc là on pourra accéder directement via ce petit bouton qui ressemble à un chat, le log 4. D'accord. Donc on pourra chercher via le tag qu'on a mis en haut. Voilà. Méthode en create qui a été lancée. C'est bon. On vous demande de faire la même chose pour les méthodes en stop, en restart, en resume et en pause. Donc voilà, il faudra les coder. Vous pouvez les faire à la main, vous pouvez bien sûr utiliser l'éditeur de code qui va alimenter le code assez rapidement à travers des templates usuels. D'accord. Par exemple, en start, on n'a pas fait. Voilà. On ajoute celle-là. Il y a quoi d'autre? Bon. En stop, en restart, en resume. En stop, oups, un post-create, pourquoi il a ajouté ça? Attendez un peu. Possiblement qu'il a planté un peu. En disant start. Voilà. Risque pas de me faire de mauvaises surprises. Et quoi d'autre? En stop. Voilà. C'était un plantage. Et en resume.
à notre plantage. Alors, on va ajouter cela, c'est pas grave, qu'il insiste, c'est juste pour l'exemple. On annule en pause, non. Voilà. Ok. Donc, on va mettre des log.d. Même chose à ce niveau-là. Juste pour l'exemple. On start. Voilà. Donc, on l'a surchargé. Voilà, on create, on start, on pause. On pause station. Voilà. A été lancé. Ok, quoi d'autre? Donc là, on va ajouter les méthodes onSaveInstance et onRestoreInstance qui sont utilisées respectivement quand on va arrêter l'activité. Ça va être libéré par le système. Et quand on va également donc restaurer l'activité récemment libérée par le système. D'accord? Voilà. Encore les plantages. Voilà. Pas comprendre pourquoi il fait ce genre de comportement. On save instance. Okay. On restore instance state. Voilà, pour celle-là, elle l'a connue. Et pour l'autre, non. Bizarre. Ok. Voilà, c'est une première. Alors, j'ai essayé au fait de voir c'est quoi le problème de la configuration et on va reprendre, d'accord? Bon, je viens de découvrir la cause du problème, ça paraît illogique, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je vais vers le override, au lieu d'écrire on save en S majuscule, donc là, je vais écrire cette façon-là. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Voilà. Ok.
Donc ces deux méthodes elles sont appelées respectivement une fois qu'on a redémarré donc l'application, pardon, l'activité et qu'on a arrêté juste avant l'arrêt précisément donc de l'activité. D'accord. Donc si on veut sauvegarder par exemple des trucs, point char par exemple, char sequence, donc là on pourra mettre ça, variable, disons voilà. Voilà. Et ici, je pourrais récupérer la valeur à partir de saved instance state. D'accord. Donc saved instance state point getString. Et là, je mets la clé variable. Voilà. Si on veut voir donc sur l'interface, disons, juste pour l'exemple, pour voir comment ça marche les snake bars, d'accord. Si la valeur elle a bien été sauvegardée avant l'arrêt en fait, de l'activité et que ça a été transmis lors de redémarrage, donc là on pourra utiliser ce snack bar s égale à snack bar.make. Et là on va spécifier là où ça va être affiché au fait l'interface de snack bar. Il faudra spécifier donc la modélisation Java de cet affichage, de cette activité main.xml. Donc là, on va aller utiliser une fonction très couramment utilisée dans le développement Android, à savoir findViewById. Chaque vue là a un identificateur pour info. Si on va cliquer à ce niveau-là et que je cherche l'identificateur, vous allez voir qu'il y a un attribut nommé ID avec la valeur main. Et je vais utiliser cet attribut-là, cet identificateur-là, pour référencier cette interface au niveau de Java. D'accord. Donc, r.id.main, voilà. Et après, donc, on va mettre la chaîne de caractères. Disons variable égale plus valeur. Non, c'est val, voilà, val. Et on va spécifier la durée d'affichage de ce message temporaire à travers la constante snackbar .length. Et juste après, on fait un show pour afficher. D'accord, ça c'est la construction d'objet, ça c'est l'exécution de l'affichage. D'accord. Ok, donc là on est prêt. Voyons donc si ça marche, si ça tourne. Il faudra attendre qu'ils construisent la nouvelle version du projet. Là il lance. Voilà. Méthode en create, en start, en post resume lancé. Welcome everybody. Donc si normalement je change la direction du téléphone, ce qu'il va faire le système, c'est arrêter et redémarrer l'activité. D'accord. Et si
ceci il a été fait, normalement on devrait afficher variable égale machin. D'accord? Voyons voir. Voilà, variable égale machin. D'accord? Si on fait tourner encore une fois, c'est la même chose. Il arrête, il redémarre et il va vous afficher le truc. D'accord? Donc ce genre en fait de méthodes qui font pas partie du cycle basique des activités sont utilisées quand même pour faire face à des situations dans lesquelles on doit sauvegarder certaines données assez rapidement et les restaurer afin d'éviter toute perte. D'accord? Voilà. Voilà, donc c'est tout pour le TP1. Donc on se retrouve euh, dans le TP2 avec les activités, le lancement des activités, etc.